22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Première séance publique de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Et l'Afrique plaide à Washington pour un moratoire sur la dette et des financements plus flexibles face à une crise de développement persistante. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed, a présidé aujourd'hui la première séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil et des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des parlementaires. En ouverture de séance, le président du Parlement a adressé ses salutations et a procédé à la lecture de l'ordre du jour qui portait principalement sur l'examen et l'adoption de 3 projets de loi. Premier projet de loi numéro 183, ratification du statut du centre de travail de l'Organisation de la coopération islamique. Second projet de loi numéro 184, approbation des comptes financiers de la caisse militaire de retraite. Et troisième projet de loi numéro 186, adoption des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2024. Et à l'issue des votes, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que la prochaine séance publique se tiendra le 26 octobre prochain et sera spécifiquement consacrée à l'examen et au vote de la révision de la Constitution. À ce titre, il a précisé que le quorum, la majorité requise et les modalités de vote applicables à cette séance obéissent à des exigences juridiques impératives dont le respect conditionne la régularité du processus législatif. Dileta Mohamed Dileta a en outre souligné la portée historique et normative de cette révision constitutionnelle, laquelle constitue un moment de refondation juridique et institutionnelle dans la trajectoire républicaine du pays. Il a invité l'ensemble des parlementaires et des membres du gouvernement à faire preuve d'une implication exemplaire et d'une disponibilité afin d'accompagner ce tournant majeur de la vie constitutionnelle nationale qu'il a qualifié de moment contemporain de premier plan dans l'histoire politique et institutionnelle de la République de Djibouti. Et les députés ont interpellé par la suite l'exécutif sur les différents projets de loi à l'ordre du jour de cette séance. Regardez. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour cette première séance publique de la deuxième session ordinaire 2025. La plénière de ce mercredi 22 octobre comporte 3 projets de loi, dont 2 portent sur la réduction des comptes établissements publics et l'un concerne la ratification. Concrètement, l'ordre du jour est la suivante. En premier lieu, le projet de loi 183 AN 25 9e législature portant ratification du statut du centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Deuxième projet de loi 186 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers des laboratoires central des bâtiments de l'équipement LCBE pour l'exercice 2024. Troisième projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite CMR pour l'exercice 2024. C'était donc le discours d'ouverture de la séance plénière prononcé par le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dileta. Et à présent, nous allons écouter donc les députés qui ont interpellé les membres du gouvernement sur les projets de loi à l'ordre du jour de cette séance. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Qu'en est-il des syndicats djiboutiens? Parce que pour que les travailleurs djiboutiens soient bien défendus par rapport aux employeurs, nous avons remarqué que depuis un certain temps, les syndicats djiboutiens ont pratiquement
une disparue ou un état assez vétuste. Pourquoi ne pensez-vous pas renforcer les syndicats pour qu'ils puissent mieux défendre et vous aider dans le cadre de la formalisation pour que les conventions collectives et spécifiques par corps de métier puissent être élaborées et ainsi formaliser beaucoup d'emplois qui existent et qui sont dans le secteur informel. Je m'explique. Il y a des métiers à Djibouti tels que le chauffeur de bus, les gens qui servent de couche-bey, ce que nous appelons aujourd'hui, ces employés ne sont pas regroupés dans des corps ou dans des syndicats. Merci. De manière où les professions de chauffeurs ou autres en général sont inclus dans ce syndicat. Je n'ai pas entendu que telle profession ne figure pas dans tel ou tel syndicat. Par contre, le travail des chauffeurs, des bus ou autres, ce sont des travaux privés. Ce n'est pas public. Donc l'État ne peut pas agir. Elle peut agir si il y a simplement des problèmes au sein de la fluidité de la circulation des véhicules. C'est ce qui est actuellement en cours d'étude, c'est comment effectivement fluidifier la circulation dans les pays, dans la ville de Djibouti surtout. Mais au niveau de la profession, on n'intervient pas puisque c'est dans un contexte totalement privé. Les bus appartiennent à des privés, les taxis appartiennent à des privés. Nous n'avons pas à intervenir dans cette, dans cette profession, sauf quand il y a des votes qui va prendre la tête de ce syndicat. Effectivement, le ministère du Travail désigne des délégués de son département pour que le vote se déroule correctement. Et poursuivant, les honorables parlementaires ont demandé également des éclaircissements ou des précisions aux membres du gouvernement sur les autres questions à l'ordre du jour. À Djibouti, comme vous le savez, nous sommes dans un pays sismique. Pourquoi ne pas utiliser notre propre laboratoire, notre propre technicien pour contrôler les équipements que l'État construise ou même privés? Ma question est, pourquoi la direction de l'habitat, lorsqu'ils attribuent un terrain, ou bien la direction des domaines, pourquoi ils n'utilisent pas la technicité de notre laboratoire? Le laboratoire contrôle la qualité des matériaux de construction. C'est-à-dire qu'avant toute construction, vous passez au laboratoire et les matériaux qui doivent rentrer dans la construction doivent passer par le laboratoire. Une fois que vous obtenez cette conformité, c'est fini, ce n'est plus le laboratoire, c'est le ministère de la Ville, le DHU, qui contrôle la construction pour savoir d'abord si vous n'empiétez pas sur des domaines publics, des domaines privés, ou si vous êtes en train de construire R+1 alors que vous avez marqué rez-de-chaussée. Voilà donc en quelque sorte. Mais ici, il est question de la qualité des matériaux qui va rentrer dans la construction. Et suivons à présent le discours de clôture de cette séance plénière prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Je rappelle à toute fin utile que dimanche 26 octobre prochain, date de la séance publique sur la révision partielle de la Constitution, le débat, le quorum et la majorité des votes sont particuliers, comme le détaille le règlement intérieur. Par ailleurs, la solennité de l'événement, la portée significative de l'initiative de la révision requiert de tous, députés comme membres du gouvernement, de faire preuve davantage de disponibilité pour accompagner ce tournant contemporain des premiers plans et pour impulser un élan majeur au cours de l'histoire de notre nation.
Je vous remercie de votre aimable attention. Sur la séance de la deuxième session est clos. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui indique, je cite, suite au grave accident causé par la collision entre deux trains à Chinilé en Éthiopie survenu hier 21 octobre et ayant malheureusement causé le décès de 15 personnes et fait 29 blessés, le gouvernement et le peuple djiboutien adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti exprime toute sa solidarité et sa sympathie au gouvernement et au peuple de la République fédérale démocratique d'Éthiopie dans cette douloureuse épreuve. Dans le cadre de sa première visite officielle en République de Djibouti, Cheikh Mokhtar Robo Ali, ministre des Affaires religieuses et des biens Waqf de la République fédérale de Somalie, a effectué ce matin une visite à la fondation du Diwan Zakat, troisième étape de son programme officiel dans le pays. Il a été accueilli à la fondation par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, accompagné de son secrétaire général et du directeur général de la fondation du Diwan Zakat. Et le ministre djiboutien des Affaires musulmanes a souhaité la bienvenue à son homologue somalien et à sa délégation en affirmant l'importance de cette visite. Et de son côté, le directeur général de la fondation a présenté dans une réunion un exposé détaillé sur la création de cette institution nationale fondée en 2004 à l'initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le but d'établir un système institutionnel moderne pour la gestion de la zakat ou de l'aumône et d'en faire un instrument efficace de solidarité sociale et de développement durable. L'exposé a également mis en lumière les principaux axes d'action du Diwan, notamment en ce qui concerne l'évolution des revenus de la zakat depuis 2005, ainsi que le programme de parrainage des orphelins lancé également par le chef de l'État en 2005, ainsi que le financement de petits projets générateurs de revenus visant à autonomiser économiquement et socialement les groupes vulnérables. Dans l'actualité, toujours, la troisième conférence ministérielle de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre présidée par Djibouti s'est ouverte hier, 21 octobre, à Nairobi, au Kenya. Djibouti réaffirme son engagement régional pour une migration de travail sûr, humaine et régulée. Djibouti qui a activement participé à la troisième conférence ministérielle de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre qui s'est tenue du 20 au 22 octobre à Nairobi sous le thème « Améliorer la gouvernance des migrations et de la mobilité de main-d'œuvre pour la prospérité ». Cette conférence régionale de haut niveau a réuni les représentants des États membres de l'IGAD, des partenaires sociaux, des organisations syndicales et patronales ainsi que des institutions régionales et internationales. Et le directeur de la santé et du développement social de l'IGAD, l'ambassadeur Moussa Ali, a dans son discours indiqué qu'une gouvernance solide de la migration de travail peut générer du travail décent, favoriser la paix et renforcer l'intégration régionale. Trois axes prioritaires, selon lui, ont été au cœur des échanges lors des travaux de la conférence et le suivi des engagements de la déclaration de Djibouti sur le travail, l'emploi et la migration, la réponse régionale à la crise migratoire irrégulière sur la route de la mer Rouge et l'initiative de visa unique IGAD destinée à faciliter l'intégration économique, le commerce, le tourisme et la mobilité professionnelle au sein de la région. Et Suleiman Moumin Roblé, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, a loué le modèle de Djibouti comme acteur moteur de l'intégration régionale. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barre, a pris part aux travaux de la 5e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable qui s'est tenu dans la ville d'Aswan en Égypte des 19 et 20 octobre. Il était accompagné de Yasmine Hassan, conseillère à l'ambassade de Djibouti au Caire. Les travaux du forum ont été inaugurés par le président Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'État égyptien, à travers un message vidéo dans lequel il a exprimé ses remerciements et souhaité la bienvenue aux ministres, ambassadeurs et hauts responsables participants. Le chef de l'État égyptien a réaffirmé l'engagement de l'Égypte en faveur du développement global, de la cessation des conflits sur le continent africain et de la mise en œuvre de la nouvelle politique
politique de reconstruction et de développement de l'Union africaine. La séance d'ouverture a vu la participation de nombreux hommes d'affaires et personnalités et bien évidemment, l'ambassadeur a enfin exprimé l'espoir que les conclusions de ce forum contribueront à renforcer la paix et le développement dans l'ensemble du continent africain. Dans l'actualité également, la ville d'Obok a vibré au rythme du lancement de la Semaine nationale de sport et santé pour tous, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Santé. Cette semaine de sensibilisation et de promotion de l'activité physique et de la santé se déroulera du 19 au 23 octobre prochain. Et cette cérémonie a eu lieu devant la préfecture d'Obok. La cérémonie a été ponctuée par des interventions motivant des autorités locales et des responsables éducatifs qui ont souligné tour à tour l'importance de l'activité physique et sportive pour la santé et le bien-être des élèves et de la population en général. Ils ont également insisté sur le rôle de l'école dans la promotion de l'activité physique sportive. La Semaine nationale de sport et santé pour tous, lancée au niveau national, a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de l'activité physique et sportive pour la santé et le bien-être. Elle vise également à promouvoir les activités sportives et à encourager les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif. Santé et sport, c'est deux entités, c'est deux mots qui renforcent un lien très profond et essentiel. Car sans la santé, il n'y a pas de vie. Et sans activité physique, il est difficile de préserver cette santé. Le sport, c'est un pilier de la santé. Faire du sport, ce n'est pas seulement transpirer ou se fatiguer. C'est avant tout prendre soin de son corps. L'activité physique régulière permet de renforcer le cœur, améliorer la respiration, de réguler les poids et prévenir de nombreuses maladies comme le diabète. Des débats sur le sport et la santé, les gens les plus âgés, maintenant quand ils sont quand ils ont de l'âge avancé, ils comprennent l'importance de la santé, mais les enfants qui sont très petits, il faut qu'on les explique. Et cette semaine, c'était choisi par le ministère de l'Éducation nationale. Et suivons à présent l'intervention du préfet de la région d'Obok. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole ce matin pour ouvrir cette belle semaine placée sous le signe de la santé, du sport et du vivre ensemble. Cette marche n'est pas seulement une activité physique, c'est aussi un message fort, celui d'une population qui choisit le mouvement, la vitalité et l'unité. Le sport est l'un des plus beaux cadeaux que l'être humain puisse offrir. Il est synonyme d'énergie, de discipline et d'équilibre. Il nous apprend à dépasser nos limites, à préserver et à croire en nos capacités. En pratiquant une activité physique régulière, nous entretenons notre corps, nous préservons notre santé et nous offrons à notre esprit un moment de paix et d'harmonie. Bouger, c'est se respecter. C'est faire le choix de la prévention plutôt que de la guérison. Mais au-delà de la santé, le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale. Il rassemble les générations, unit les différences et renforce le tissu social de notre région. Sur un terrain, dans la rue ou lors d'une marche comme celle-ci, il n'y a ni statut, ni frontières. Il n'y a que des femmes et des hommes unis par la passion du mouvement et le goût de l'effort collectif. Je voudrais aussi adresser un message à notre jeunesse d'Obok, pleine de talent et de potentialité. Choisissez le sport plutôt que la distraction des écrans. Choisissez l'action, la camaraderie et le dépassement de soi. Le sport, c'est l'école de la vie. Il forge le caractère, apprend le respect et ouvre les portes de la réussite. À travers des initiatives comme celle d'aujourd'hui, nous bâtissons une société plus forte, plus unie et plus consciente de l'importance du bien-être. Alors, marchons avec fierté, marchons pour notre santé, pour notre jeunesse et pour l'avenir d'une Obok dynamique et exemplaire. Enfin, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Les agents, les encadreurs, les associations, les enseignants et l'ensemble des participants. Votre engagement témoigne de votre amour pour cette belle région et de votre volonté de la voir grandir
dans la santé et la solidarité. Je déclare la semaine intitulée Sport et santé ouverte. La cérémonie officielle de lancement des travaux d'aménagement de la voie reliant le village de Holhol à la nouvelle gare ferroviaire s'est tenue donc dans la sous-préfecture de Holhol. Les travaux consistent en l'aménagement d'une voie circulable d'une longueur totale d'1,8 km et d'une largeur de 10 mètres. La réalisation de cette nouvelle voie de circulation offrira des opportunités d'emploi pour les jeunes, notamment en assurant la desserte entre le village et la gare. Ce projet répond à une demande forte des habitants qui ont exprimé le besoin d'améliorer la liaison entre le village et la gare, actuellement située à l'écart du village. L'aménagement de cette voie de circulation facilitera non seulement le transport des passagers, mais aussi l'approvisionnement du village en biens essentiels, tout en stimulant le développement socio-économique local. Outre les travaux de voirie, l'agence Aroulos finance également l'électrification des forages d'eau afin d'améliorer l'accès à l'eau potable dans le village. Ces travaux sont conduits en collaboration avec l'EDD et la direction de l'hydraulique rurale. Et pour plus de précisions concernant ces travaux d'aménagement, écoutons les explications du directeur général de l'agence Aroulos, Abdelrahman Ali. Dans le cadre du programme de réhabilitation des villes urbaines, nous avons procédé ce matin au démarrage ou au lancement des premiers travaux. Une voie donc, qui va connecter la gare routière de Holhol vers l'ancien village de Holhol. L'idée, c'est de transformer les villes urbaines, notamment le village de Holhol, et nous avons répondu aux besoins des familles qui habitent dans ces localités. Dans le cadre de ce programme, qui est initié par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, et sous l'égide du ministère de la Ville et de l'Urbanisme, conduite par Madame la ministre Amina Abdi Aden, ce projet témoigne de l'engagement que nous avons voulu soutenir le développement de localités de la sous-région de la préfecture d'Ali Sabié, notamment Holhol, permettra de englaver, de créer un dynamisme économique et nous permettront également, dans le cadre de ce projet et de l'assistance, pour pouvoir créer de l'emploi à travers cette connexion. La deuxième activité que nous sommes en train de réaliser et d'appuyer également les villages, c'est de répondre à la question de l'accès à l'eau. Et dans le cadre de ce projet, nous allons également financer la connexion électrique de 2 forages qui vont pouvoir alimenter Holhol en eau de manière permanente. Et cela permettra également de renforcer les sources d'eau améliorées et l'accès à l'eau potable. Donc nous souhaitons vivement lancer les travaux aujourd'hui. Donc nous remercions bien entendu la sous-préfecture de Holhol, nous remercions bien entendu le conseil régional d'Ali Sabié et nous remercions également le préfet de la ville d'Ali Sabié. Et fait divers pour clore l'actualité nationale, la division de la douane de la région de Tadjoura, conduite par Ismaël Chidé dans la sous-préfecture de Doura en collaboration avec la police nationale, a procédé hier à l'interpellation et à la destruction d'une importante marchandise de khat de contrebande. La marchandise saisie était principalement composée de khat et son poids est estimé à 11 682 kg de khat de contrebande. La division de la douane, appuyée par les éléments de la police de la région de Tadjoura, a immédiatement appliqué la procédure en vigueur dans ce genre de situation en détruisant sur place la marchandise introduite illégalement sur le territoire à des fins commerciaux. Actualité régionale, la 11e édition du Forum de Tana se tiendra du 24 au 26 octobre à Bahir Dar, à Addis Abeba, mettant en lumière les dynamiques sécuritaires dans la Corne de l'Afrique. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs. Cette session intervient à un moment charnière pour l'Éthiopie, la région et le continent africain dans son ensemble. Le forum débutera à Bahir Dar avant de se poursuivre au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis Abeba. Le forum analysera également les tendances sécuritaires persistantes dans la Corne de l'Afrique et proposera des stratégies pour gérer les transitions dans un environnement
financement international de plus en plus imprévisible. Le thème central de cette édition est l'Afrique dans un ordre mondial en évolution. Et enfin, confrontée à un ralentissement économique mondial et à l'enchaînement de chocs successifs, l'Afrique se trouve aujourd'hui face à une pression financière sans précédent qui menace sa trajectoire de développement. Et lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington, les ministres africains des Finances ont lancé un appel collectif à la communauté internationale en faveur d'un moratoire temporaire sur le service de la dette et de mécanismes de financement plus souples et moins coûteux permettant aux États du continent de préserver leur stabilité budgétaire sans compromettre les secteurs sociaux essentiels. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.